En fin de compte, elle est née d'une enquête qui avait été faite par un travailleur social qui était engagé par les réformés. Il s'appelait Daniel Peglar. Et ils avaient créé, à ce moment-là, c'était au début des années 70, ce qu'on appelait le Bureau Information Jeunesse. Et ce Peglar a rendu un rapport dans les années 71 à 72 au sein qui démontrait clairement que les jeunes biennois, surtout les francophones, parce que pour eux il n'y avait rien du tout, avaient besoin d'un lieu, d'un local, d'un centre pour se retrouver et puis pouvoir vivre leur loisir. Le bureau d'information jeunesse avec Daniel a été supprimé du fait du départ de Daniel Peglar. Et puis ils ont nommé 2 animateurs en cours d'emploi qui ont donc formé le centre animation jeunesse à la Villa Fantasia. Et de là est sorti le CAJ, le centre animation jeunesse. À ne pas confondre avec un autre CAJ, centre autonome de jeunesse, qui est à peu près de la même époque, hein, quand même. En 76, il y a eu donc ce qu'on a appelé le cadre d'intervention des animateurs. Je lis juste le premier paragraphe. La convention passée entre la municipalité et les églises chrétiennes de la ville de Bienne, à savoir donc l'église, la paroisse réformée, la paroisse catholique romaine, la paroisse catholique chrétienne, donc ces 4 institutions, avec la ville de Bienne, donc, il y a eu une convention qui a été passée avec le centre d'animation jeunesse, qui stipule ce qui suit. Le travail du centre animation jeunesse est avant tout préventif et non spécialisé. Il vise à améliorer la qualité des relations des jeunes entre eux, des jeunes avec leurs familles et les autres partenaires de la vie sociale. Alors André Gleitz est arrivé, alors ça a été l'explosion. C'est pas 6 mois et on avait déjà des problèmes de place. Alors il a cherché sur Bienne dans le milieu, puis il a trouvé la villa Ritter. Et puis alors on a loué à Bulova. Et puis après plus tard à Sigler, donc un bijoutier qui avait racheté le complexe Bulova. Et puis on a déménagé. Et puis créé alors un centre francophone qui va prendre, avant ça s'appelait Centre Animation Jeunesse, ça va prendre le nom de la villa, puis ce sera la villa Ritter. Voilà. François Gaulle arrive ici en 1980, et à ce moment-là, je crois qu'il décide l'engagement d'un 2e animateur. Il me semble que c'était à ce moment-là. Parce qu'au moment où il y a François Gaulle, qu'il y a des auxiliaires ils vont commencer par engager des gens pour les ateliers de batterie, des ateliers de guitare. C'est des profs d'atelier les premiers. Et puis il y aura des auxiliaires d'accueil pour aider, quand il y a beaucoup de monde, simplement pour aider les animateurs à tenir la maison debout. André Gleitz, il a organisé un cours de poterie précolombienne. Et puis les garçons, donc les jeunes usagers de la villa, tricotaient. Il y avait des ateliers de musique déjà, mais il y avait surtout la disco toutes les semaines. Il y a un groupe de théâtre et on avait un petit café-théâtre. Il y avait un petit journal, déjà à cette époque. C'est Dédé qui est venu avec cette idée, on pourrait faire un festival, ce serait génial, un festival folk comme à Nyon. Quand il nous a parlé de Podring, on a dit, mais t'es un peu fou, hein. Et puis Podring est né un peu de cette idée-là, de faire un truc gratuit. Mais je ne sais pas si quelqu'un pense encore que c'est la Villa Ritter qui a fondé Podring. Il y avait une clique de carnaval ici. Cette fameuse bidon clique, elle s'appelait bidon parce que c'était que de la percussion, donc c'était que des bidons. Ils bossaient 6 mois ou plus, ils répétaient assez régulièrement, puis après ça ils faisaient leurs costumes, ils fabriquaient leurs costumes à l'intérieur de la villa. On est parti à Paris la première fois à l'Ascension, on était 4 jours, et là on était des groupes à peu près de 20 jeunes qui venaient avec nous. On logeait dans un truc, dans une aumônerie d'une école privée dans le nord de Paris. On a été à Bruxelles aussi une fois, à Munich une fois, on a été en Alsace une fois. Alors on a pu acheter l'immeuble en 2001, c'est en 2001 qu'on a acheté l'immeuble, ça c'est sûr. En 2004, on a commencé vraiment de rechercher des fonds. À ce moment-là, on a créé une fondation pour qu'on ne puisse jamais détourner les objectifs ou les buts de cette maison. Puis en 2007, c'était à la fin de l'année, je pense début décembre, qu'on a inauguré.